matériel. En ustensile, à commencer par notre ruban, principalement composé de cuir. La longueur et l'épaisseur va différer suivant l'espèce où on aura le point. Plus on aura une espèce qui sera petite et légère, plus on aura court et fin. À l'inverse, plus on va tendre vers les aigles, notamment les aigles royaux, plus on va avoir un vent qui sera long et surtout épais. Ils vont avoir des sèves qui sont très effilées et très puissantes, avec la puissance qui va avec, puisqu'on est de l'ordre de 250 kg de pression sur le mètre carré pour les aigles. Ça, c'est 100 mètres carrés. On va ramener la pointe de la serre, cette pression passe la pointe. Il y a plus d'une tonne de pression à la pointe de la serre, sans normalement, il y aurait des effets assez importants sur la main et la main. Maintenant, pourquoi est-ce que je vais porter l'oiseau, moi, à gauche, et pas main droite? Alors moi, je suis gaucher, mes collègues que vous verrez dans la journée sont droitiers, et pourtant, eux aussi, c'est des potes qui avaient le droit d'aller à la chasse. Les nobles et les seigneurs. Comment est-ce qu'ils allaient à la chasse? À cheval. Dans les traditions équestres européennes et françaises, on tient les rênes de la main. On portera les dos de la main. Si par contre vous allez en Asie, notamment en Inde, eux tiennent plutôt les rênes de la main gauche. Naturellement, ils porteront des faucons les aigles de la main droite. Si vous allez au Moyen-Orient, ils portent un peu à gauche, un petit peu à droite. C'est vraiment des mains de là, vous avez un petit peu. Ensuite, sur ma droite, vous pouvez voir une petite sacoche de cuir. Est-ce que vous connaissez son nom et son utilité? Validé? Alors on appelle ça une fauconnière, et ça va nous permettre de mettre les récompenses pour les oiseaux. Donc la fauconnière, c'est bien cette sacoche de cuir, c'est pas une femme qui pratique la fauconnière. On appelle tout simplement un fauconnier ou un fauconnier suivant les époques. Alors par contre, quand on va partir en chasse, on n'appellera pas ça une fauconnière, on appellera ça une gibecière, parce que ça nous permettra de ramener les morceaux de gibier que l'oiseau aura attrapé. Ensuite, la fauconnier, on disait que ça a pris près de 4000 ans. Maintenant, c'est un petit peu à la page, alors je ne peux pas vous présenter dessus parce que nos oiseaux pour spectacle sont déjà équipés. Et on utilise des petits émetteurs GPS miniaturisés. Ça fait entre 10 et 12 grammes. On relie à notre téléphone et ça nous permet de situer l'oiseau lorsqu'on le perd de vue. Tout simplement, vous verrez tout à l'heure pendant le spectacle que l'esplanade est complètement ouverte sur le lac. Si les oiseaux ont envie de traverser le lac et de se faire des traits de surface, eh bien ils le peuvent. Par contre, nous, on va très vite le perdre de vue. Grâce à ces émetteurs GPS, eh bien, on sait tout à fait exactement où est-ce qu'ils sont, quasiment à l'arbre. Ça nous permet simplement de les localiser. Alors, ça nous permet de les localiser. Et exactement pareil lorsqu'on va les lâcher en chasse, lorsque ça va traverser tout simplement une forêt un petit peu dense, et vont changer de background montagne, et bien lorsque l'oiseau va la prise, c'est-à-dire qu'il attrape la proie sur laquelle il est, et bien simplement il va aller la manger dans un endroit un peu plus discret, comme un buisson, et ça va nous permettre de savoir quel buisson l'oiseau s'est réfugié pour se mettre. Ça va nous permettre de le retrouver très rapidement, tout simplement. Maintenant, vous avez déjà peut-être vu un oiseau qui est capuchonné avec ceci, soit en photo, en reportage, ou directement en photo. Est-ce que vous connaissez son nom et ses deux principales utilités que nous on en a? Petite idée du nom? Oui. Alors, c'est pas pour éviter les conflits. Petite idée? Pas idée? Alors, on appelle ça un chaperon. Ça va nous permettre de chaperonner l'oiseau, de le capuchonner et donc de le mettre dans le noir. Nous, quand on est dans le noir, on ne voit plus ce qui est réuni à gauche et à droite, on a plutôt tendance à stresser. Les oiseaux, comme on les rapace, c'est parfaitement l'inverse. Qui ne voit plus rien, reste sur place et se détend. Le fait de les capuchonner, de les chaperonner et de les noir, bien nous, ça va nous permettre de garder l'oiseau le plus calme possible, de limiter le stress pour eux et pour nous, et ça nous permet de les transporter en véhicule, par exemple dans les avions de transport, ou directement dans le véhicule en lui-même, pour pouvoir changer de territoire de nourrissage, de territoire d'entraînement, de territoire de chasse. Ça va avoir une deuxième utilité bien spécifique, et cette fois-ci uniquement concernée par la chasse. À votre avis, ça va être quoi? Le fait de pouvoir cacher la vue de l'oiseau à notre guise. Quel intérêt ça va avoir? Vous montrez que l'oiseau peut voir loin? Dans le noir, ça sera pas ça. En fait, ça va avoir un rapport avec le gibier. Le fait de pouvoir cacher la vue de l'oiseau, ça va nous permettre de pouvoir sélectionner le gibier. On va s'expliquer tout simplement, ici c'est un chapeau pour les aigles. On va prendre l'exemple des gibiers lorsqu'ils partent sur un territoire de chasse et que sur ce territoire-là précisément, ils n'ont pas le droit de chasser le renard et qu'ils ont le droit et l'autorisation de chasser le chevreuil. Lorsque les rabatteurs vont battre les lois, c'est un renard qui sort, nous gardons l'oiseau chapeauté. Si au contraire c'est un chevreuil et que nous avons le bracelet d'autorisation pour chasser le chevreuil, il y a un aiguillet d'échappement sur l'oiseau et lâche son oiseau sur ce gibier. Ça va nous permettre de sélectionner les gibiers, parce que certains gibiers vont être chassables, d'autres non. Certaines espèces sont protégées, d'autres non.
Donc ça va nous permettre de sélectionner le gibier sur lequel on lâchera l'oiseau. Évidemment, une fois qu'on a lâché l'oiseau, on n'a plus aucune emprise dessus. L'oiseau ira chasser ce qu'il a envie de chasser. Et donc nous, on va bien décider entre guillemets, simplement le gibier sur lequel les chameaux ne lâchent pas l'oiseau. Maintenant, on va parler un petit peu des principaux métiers découlés de la cocologie. Il y en a deux. Le premier est ce qu'on appelle l'effaroucher. Est-ce que ça va parler à certains d'entre vous? Le fait d'effaroucher un animal ou quelqu'un. Non, pas du tout. Le verbe effaroucher, ça ne parle à personne? Exactement. C'est tout simplement le fait de faire peur et de faire fuir. Le rôle des effaroucheurs est donc de faire fuir et d'effrayer tout simplement certaines espèces qui peuvent être indésirables à un instant T, à un endroit donné. Si on prend l'exemple des aéroports, certains effaroucheurs, ce sont les aéroports, pour limiter la présence notamment des oiseaux, le décollage et l'atterrissage des avions. Près de 90% des collisions se passent pendant cette période. Donc la critique pour les avions. Et donc, il y a des effaroucheurs qui vont faire fuir les oiseaux pour dès qu'ils rentrent en collision avec les voies fixes, ils font des voies fixes, ou alors qu'ils rentrent dans les moteurs et le fassent exploser les moteurs. Il y a également des effaroucheurs sur le festival de Cannes, les autres festivals qui vont suivre par la suite, notamment pour limiter la présence de certains oiseaux, notamment au niveau des restaurants par exemple. Pour limiter la présence des pigeons, des mouettes, des goélands et autres morbidités qui vont éventuellement saccager les gens. C'est un de leurs rôles aussi. Il y a un rôle qui est nettement moins connu, c'est l'enfouissement des déchets. Les déchets ne peuvent pas être triés, simplement recyclés, et on va creuser un trou, la plupart du temps dans une montagne, pour enfouir nos déchets, les compacter, mettre de la terre, et ainsi de suite. On va faire des étages. Plusieurs centaines, milliers, voire dizaines de milliers d'oiseaux vont se nourrir sur ce genre de site. Lorsque vous avez plusieurs milliers d'oiseaux qui se nourrissent au même endroit, naturellement, ils vont éparpiller des déchets un petit peu partout. Et lorsqu'on trouvera ce genre de site en bord de mer, bien qu'ils éparpillent les déchets directement en mer. Le rôle des effaroucheurs est de limiter la présence de ces oiseaux sur ce genre de site. Et en plus, lorsqu'ils vont se nourrir sur des sites d'enfouissement, ils vont éventuellement s'empoisonner avec divers métaux. Des métaux lourds, ça c'est déjà vu comme du plomb par exemple. Et lorsqu'ils vont ensuite se faire prédater par des faucons pèlerins sauvages, les aigles royaux sauvages, eh bien, ils vont à leur tour empoisonner ce genre de prédateurs. Ça veut dire le rôle des effaroucheurs de limiter la présence de ces oiseaux. Et le deuxième métier principal qui va en découler de cette cocologie, c'est ce que vous allez voir ici. Tout simplement les voileries. On va avoir plusieurs rôles. Le premier va être la pédagogie, ce que vous allez faire, parce que la plupart du temps, vous n'avez pas forcément la chance ou l'occasion de les voir aussi proches et de apprendre ce genre de choses. Ensuite, on a un rôle de reproduction. On a trois volières là-bas, et deux volières sur trois, on a des reproducteurs. On essaie d'avoir des jeunes pour faire des échanges avec d'autres parties. Et nous, en 1979, on a signé un traité, ça s'appelle le traité de Washington, qui nous interdit de prélever des animaux dans la nature pour les mettre en captivité. On ne peut pas faire un test. C'est exactement ça, en fait. En 2022, à l'initiative des écoles, pour border la paiement au Sahara, ils ont relâché 14 jeunes écoles qui gardent la queue blanche. Avec le bûcher, qui a disparu de chez nous depuis à peu près une centaine d'années, qui s'est réfugié dans l'Europe du Nord, les pays d'Europe. Comme en changement se réintroduire chez nous, il avait complètement disparu. Et cette colonie, en 2022, a relâché 14 jeunes écoles. On a participé à ce programme. Plus toutes les voleries, en plus de nous, de la volerie principale, ont participé à ce programme. On espère que d'ici 2030, on est relâché environ 90. Donc, ils peuvent se reproduire entre eux, parce qu'ils sont issus de groupes différents. Il n'y a pas de respiration sur le côté. Alors qu'ils se reproduisent directement avec les sauvages. Et ça, c'est le but final d'ici 2030. On participe à un deuxième programme qui s'appelle le VELAB. La chute de l'Oral, c'est une petite chouette blanche qui est produite en Bavière et en Pologne. Donc sur l'Allemagne de l'Est, il y a la Pologne et certains pays de l'Europe. Elle n'a pas complètement disparu, mais son territoire a fortement réduit. Donc on essaye de réintroduire des petits jeunes. Lorsqu'on reproduit des jeunes en France, ils partent d'une volière d'acclimatation d'Allemagne, se vécu à leur nouveau milieu, et ils vont apprendre à chasser. Ils savent chasser, simplement ouvrir les volières, et ils repartent avec ça. Et si on remonte un petit peu plus loin, dans les années 80-90, les pèlerins avaient presque disparu chez nous. On considérait comme nuisibles, ils étaient chassés les empoisonnés, ils ont presque disparu de notre époque. Et grâce à des fauconniers et des chasseurs français et allemands, grâce à des voleries françaises et allemandes, eh bien, on a pu sauver le faucon pèlerin, simplement en le protégeant, en le sécurisant et en relâchant des jeunes captifs à l'état naturel. Maintenant, le faucon pèlerin, on le retrouve sur toute la France et même dans toute l'Europe. Il a donc rebondi sur l'espace naturel. Ça, c'est grâce à ces personnes-là, grâce à ces fauconniers français et allemands. Et c'est grâce aussi à ces fauconniers français notamment que tous les rapaces, sans exception, sont protégés depuis les années 80. C'est grâce aux fauconniers français, c'est grâce à eux, tout simplement, que tous ces rapaces sont protégés maintenant par la loi, et tous les rapaces sont sans aucune exception.
Maintenant, on va pouvoir parler un petit peu de ces deux oiseaux-ci. D'abord pour eux, avant tout, évidemment. Donc ici, on va avoir un oiseau nocturne sur la perche. On va avoir un oiseau diurne sur mon point. On va commencer à parler de celui-ci. Vous savez, chez les rapaces nocturnes, on va avoir deux grandes catégories. Les chouettes et les hiboux. Ici, on est sur une chouette ou un hibou. Un hibou, tout le monde est d'accord? Pour pouvoir tuer tous les œufs et tous les petits en même temps. Ensuite, il faut qu'elle soit la plus impressionnante pour pire le prédateur. Ensuite, la plus puissante pour rendre mieux tuer et nourrir les jeunes. Ça, c'est avec le rôle de la femelle. Le mâle, lui, est plus petit, on l'appelle d'ailleurs cercelet, puisqu'il est de manière générale plus petit que sa femelle, et ainsi. On a déjà essayé d'élever le jour, ça arrive pas au coucher du soleil. Et certaines espèces ont illustré des études dessus, notamment des palons en Espagne, où le mâle partait chasser un petit peu avant le lever du jour, s'arrêtait un petit peu après le coucher du soleil, et ne s'arrêtait même pas sur le lit, poser la proie. Il passait en rasoir, lâcher la proie, la plus éloignée, et partait directement en chasse. Parce que le mâle doit se nourrir l'hiver, nourrir sa femelle, et ses jeunes. Et la plupart du temps, 90, 95%, l'élevage uniquement de la chasse. La femelle, elle, son rôle principal va être de sécuriser le nid et les petits et de nourrir les jeunes. C'est pour ça que nous, on va avoir un peu de vocabulaire légèrement différent. On ne parlera pas de mâle et de femelle, on va les faire ça des formes. On s'appelle la taille de base, la forme de référence de l'espèce. On parlera de l'espèce de rapace, on prendra systématiquement comme référence du poids la taille et la forme de la femelle. Le mâle, comme c'est lequel on l'appelle le tiers. Maintenant, on va pouvoir s'intéresser à celui-ci. Là, on est sur un client qui va vivre et chasser toute la journée. Donc, on va avoir, entre guillemets, 4 grandes catégories d'oiseaux. Les faucons, les bus, les aigles et les volets. Ici, on est sur quoi? Un aigle, une buse, un faucon. Alors, déjà, on est tous d'accord que c'est pas un faucon. C'est un faucon. Maintenant, c'est facile, on n'est pas sur un faucon, on n'est pas sur un aigle. Mais bien, c'est une bonne de tous. Est-ce qu'on l'a chez nous ou pas? Oui, non, j'ai oui, c'est la buse qui est sur les photos que tu montré tout à l'heure. Ah bah. Et on l'appelle la buse royale. Et nous, en France, on va avoir sa cousine qu'on appelle la buse variable. Un petit peu plus petite, on a l'habitude de voir percher dans les routes et dans les champs, lorsqu'il y a des soucis. Elle, on la trouve absolument pas. Elle est complètement chasseuse, puisqu'elle va servir principalement de façon rougeur et de vers de terre, des insectes. Elle chasse principalement des écureuils qui sont super, des également des lapins et des lions. Nettement plus chasseurs et nettement plus puissants. Et nous, on va terminer en parlant des différences. On va pouvoir retrouver entre les diurnes et les nocturnes. La première, c'est au niveau de la tête. On va voir que la tête est beaucoup plus longue. Parce que c'est plus long que la fin. Ça va nous permettre de ramener les sons jusqu'aux oreilles. Ça va nous permettre de créer une bouche vraiment incroyable. Les autres sont capables de savoir si la croissance de la gauche est capable. Il y a même certaines espèces de chouettes, notamment d'Europe du Nord, qu'on appelle la lapine. Elle est même capable de trouver des sons de 30 à 40 cm de large. C'est vraiment une unique exception. L'oiseau diurne a une tête légèrement plus aplatie, avec des arcades sourcilières un petit peu plus prononcées qui vont lui servir de casquette. Parce que lorsqu'il va s'élever dans le ciel, il va bien sortir de cette casquette va lui limiter simplement l'éblouissement. Et lorsqu'il descend dans à grande vitesse, il va vraiment se faire un photo. C'est pour ça que pour les photos, il va également retrouver des larmes noires sur les yeux, parce que la manière d'un guépard, ça va permettre d'absorber les rayons lumineux. Les faucons sont d'excellence en matière de vitesse. Si on prend le faucon pèlerin, c'est lui qui a le record de vitesse de l'animal constitue. On va les retrouver dans le super. Parce que le record officiel du faucon pèlerin est à 389 km. Pensez à la vitesse de 400 km/h inatteignable. Et l'année dernière, et il y a 2 ans, 2 jeunes mâles de faucon pèlerin ont passé les 407, 415 km/h en vitesse GPS. On n'est pas à l'abri qu'il y ait d'erreurs de GPS, mais jusqu'à maintenant, la vitesse de 150, passant les 400 km/h, on avait été affiché. Maintenant, on sait que les faucons pèlerins, on les mâles, les jeunes mâles de faucon pèlerin, parce que ce sont toujours des jeunes mâles qui ont fait ces gros records de vitesse. Simplement, ils ne connaissent pas leur limite, donc ils se testent. Ils se testent simplement en descendant le plus rapidement possible. Donc, souvent, eux, les jeunes mâles de moins de 3 ans, qui effectuent ce genre de record. Donc, on avait les biens à plus de 400 km/h. Cette vitesse-là, il ne faut pas se faire réduire par la moindre obstacle, la moindre marque, dans notre vie, on va profiter de la vitesse.
Ensuite, la deuxième différence va se situer au niveau du plumage. Vous avez déjà peut-être touché des prises de plumes ou de canard, c'est une texture qui est bien particulière. Et bien, les oiseaux tigeurs ont exactement la même. Simplement parce qu'ils ont besoin d'être faits à l'eau et à la poussière. À l'eau pour commencer, parce que lorsqu'ils vont partir à grande distance, s'ils prennent la plume, il ne faut pas que les plumes absorbent de l'eau. Ça va pour monter. Si vous continuez à chasser, il faut qu'ils gardent la plume aussi. Ensuite, étanche à la poussière, puisque si la poussière s'immisce entre les plumes, ça va pousser les plumes de l'intérieur. Naturellement, c'est moins efficace pour le vol, moins étanche à l'eau. Ça doit être et à la poussière. Les nocturnes n'ont pas ce genre de problème, parce qu'ils ne peuvent pas faire des vols très longs. Il faut passer l'arbre en arbre et se tomber sur une porte qui passera en dessous. Par contre, il va y avoir un autre point qui est le vol silencieux. Donc là, on va leur retrouver un plumage juste avec une couche de violence de l'eau qui va leur permettre d'absorber les sons. Ça va rendre ce vol complètement inaudible pour nous, quasiment silencieux. Pour entendre ce genre de vol, il va falloir avoir une grosse très sensible à notre oreille qui n'est tout simplement pas assez. La dernière différence va se situer au niveau des pattes. Elle va être nocturne, 2 doigts sur l'avant, 2 doigts sur l'arrière, ce qui va lui permettre de créer une sorte de pincée-peau. Cela lui permet de broyer les crins de ses doigts. L'oiseau tigre est fait un petit peu différemment, on va 1 doigt sur l'avant et 1 doigt sur l'arrière. Le doigt à l'arrière, on l'appelle la bille, c'est la plus grosse, et c'est celle-ci qui va percuter la proie en premier. C'est plus de dégâts, c'est pour ça qu'on parle d'habiller. La grossière qui se trouve à l'avant, elle, on l'appelle la clé, parce que c'est celle-ci qui va permettre de verrouiller la peau. Quand la clé est verrouillée sur sa proie, la proie va s'échapper des selles. Et donc, on va faire un dernier petit jeu, on va essayer de verrouiller le poids de ses doigts pour faire des opérations. À votre avis, comment est-ce qu'il fait celui-ci? 9 kilos? C'est un peu beaucoup. 5 kilos? 13 kilos? Voilà. Moins de 2 kilos. Moins de 2. 1 kilo. Alors ici, lorsque cet oiseau a bien mangé, il tourne entre 950 grammes et 1 kilo. On est quand même relativement léger. Et donc, celui-ci. 1 tonne. 3 kilos. 2 kilos. 4. On a entre 2 et 4 kilos. Alors cet oiseau, aussi quand elle a bien mangé, tourne autour des 2 kilos. Vous savez, Alors comment est-ce qu'on peut aller aussi léger? Il a commencé par les plumes. Les plumes, c'est quasiment bien. Et comme tous les oiseaux, ils ont un squelette avec des os entièrement clos. Nous, on a un squelette avec des os pleins, ça peut devenir assez lourd, assez dense. Nous, on a un squelette entièrement clos. C'est pour ça que quand on parle d'oiseaux assez lourds, lorsqu'ils passent 15, 16, voire 17 kg, on a tendance à dire qu'ils sont incapables de s'arracher pour pouvoir redécoller. Si on prend l'exemple des autruches, qui pèsent un peu plus d'une centaine de kilos pour certaines, eh bien ce sont les oiseaux qui sont capables de décoller car on peut pas trop. Je vais m'arrêter là-dessus.